Alors, on fait signe qu'on peut commencer. J'espère que tous les micros sont branchés. Oui, je pense qu'on m'entend bien. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de notre série des grands communicateurs. Bienvenue aux personnes qui sont dans la salle. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent en ligne aussi. Je pense qu'on a quelqu'un en Haïti, quelqu'un à New York ce soir. Alors, on les salue très loin. Merci d'être là virtuellement et en tout cas, on apprécie ça beaucoup. C'est la 13e saison des grands communicateurs. Donc, une fois par mois, c'est organisé par la Toile des communicateurs et la TELUC. Donc nous, à la Toile des communicateurs, on est une petite association de professionnels en communication et on aime bien ouvrir la porte un peu à la relève, aux jeunes diplômés, aux chercheurs d'emploi. Donc c'est un petit peu le rôle de ces conférences des grands communicateurs, permettre à une personne qui a du bagage dans l'industrie de venir un petit peu parler de son métier, peut-être à un public qui a un petit peu moins d'expérience que lui. Donc c'est ça que l'on fait depuis 13 ans maintenant. Et si ça marche depuis 13 ans, c'est bien sûr grâce à plusieurs partenaires qui nous sont fidèles depuis le début. Il y a bien sûr la TELUC qui nous accueille, son association étudiante qui nous encourage aussi beaucoup. Cette année, un autre partenaire principal s'est joint à nous, c'est Isarta, le site d'emploi. Donc encore une fois, si vous êtes un chercheur d'emploi, que si vous n'êtes pas sur Isarta, je pense que vous risquez de manquer quelques opportunités. Et il y a aussi le canal Savoir qui nous enregistre et qui nous diffuse aussi régulièrement. Alors merci à tous ces partenaires d'être là avec nous depuis si longtemps. Vous avez eu, je pense, à l'entrée une petite feuille avec les autres conférences de la saison qui va durer jusqu'au mois de mai. Je vous les énumère rapidement. Le 24 février, ce sera avec M. Patrick White, qui est le rédacteur en chef du Huffington Post Québec, qui nous parlera justement de l'émergence du nouveau journalisme numérique. Le 30 mars, on parlera de stratégie de relations de presse, et spécialement dans les domaines culturels ou événementiels. Ce sera avec Thérèse David. Le 27 avril, on parlera d'astroturfing ou de la fausse représentation en ligne ou en communication. C'est Sophie Boulet qui donnera la conférence. Et la saison se terminera le 25 mai ou le 1er juin. Je pense que la date est début juin. OK, ça vient d'être confirmé. C'est Michel Solis qui va être là, qui nous parlera du droit sur Internet, qui nous expliquera que Internet n'est pas un endroit sans droit, justement. Il y a une législation là-dessus qui s'applique, qu'il faut mieux connaître. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités de la Toile des communicateurs, je vous invite à aller sur notre site web, toile.coop, il est écrit ici ou à côté, de nous suivre aussi sur la majorité des médias sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, nous sommes présents, YouTube aussi. Si vous voulez tweeter la conférence ou la suivre sur Twitter, le mot-clic pour ça, GCOMMS, G-C-O-M-M-S, comme grand communicateur. Donc, GCOM, le mot-clic, le hashtag pour la conférence. La conférence de ce soir devrait durer environ 1 heure, sera suivie d'une période de questions. Donc, s'il vous plaît, pour le bienfait de la diffusion, de garder vos questions pour la fin, je vous passerai le micro à ce moment-là. Donc ce soir, justement, nous parlerons de qualité de l'information, en particulier celle livrée par la presse, avec une question que se pose notre conférencier. Est-ce que le public reçoit-il l'information qu'il mérite? Alors, notre invité ce soir est une personne aguerrie en la matière, stratège en communication depuis longtemps. Il est aujourd'hui vice-président Affaires publiques et communication de Transat AT. Il a été aussi vice-président avant chez Optimum, un important cabinet de relations publiques de Montréal. Il a été directeur des communications de la Bourse de Montréal et il est diplômé de l'Université Laval et des HEC Montréal. Ça fait longtemps qu'il s'intéresse au journalisme et surtout à la qualité de l'information. Et en 2014, il a publié le livre Vortex, la vérité dans le tourbillon de l'information. Donc un essai critique justement qui démontre ou qui explique pourquoi est-ce que l'information peut être trompeuse, se déforme, etc. Et surtout, il propose des pistes de solutions. Son ouvrage, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui seront en vente ici à l'entrée, même pour le prix spécial de 25 $, taxes incluses, contrairement à 30 plus taxes en librairie. Alors, je pense qu'il y en a une dizaine d'exemplaires à vendre, ça peut être bien intéressant. Alors, sans plus tarder, je pense que j'ai assez parlé pour ce soir. Je vous prie d'accueillir notre grand communicateur, Monsieur Michel Lemay. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là pour parler d'information et plus spécifiquement de journalisme. On est tous des consommateurs d'information, puis j'aurais le goût de dire, on est des consommateurs d'information, qu'on le veuille ou non, parce qu'on en est bombardé d'informations, de plus en plus bombardé par diverses formes. L'information est de plus fragmentée, de plus en plus compartimentée, de plus en plus compactée, synthétisée. Et comme le disait Dominique, moi, la question qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis des années comme spécialiste en relations publiques, c'est est-ce que le public a vraiment l'information qu'il mérite?
Et évidemment, quand on travaille en relations publiques, on a une position un peu privilégiée parce qu'on est dans les coulisses de l'événement. On a une vue directe de ce qui se passe vraiment et on est capable de faire un état des lieux, une comparaison, si vous voulez, ensuite de ça, avec ce qu'on voit dans les médias. Alors, sans plus tarder, je commence avec quelque chose qui n'est pas dans mon livre, parce que c'est postérieur. Au mois de mai dernier, vous vous souviendrez peut-être de ce qu'on a appelé l'affaire Bouguingo. Ce n'est pas moi qui ai appelé ça comme ça. Mais la presse a révélé un beau matin qu'un journaliste, M. Bouguingo, avait relaté des informations qui n'étaient pas exactes, qui étaient fausses. En fait, des choses qu'il avait inventées. Et ça fait tout un scandale. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Ça a beaucoup ébranlé la communauté journalistique à Montréal et on a parlé de ça beaucoup pendant quelques jours. Évidemment, l'impression qui a été laissée à ce moment-là, c'est que de l'information inventée, de l'information fausse, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel qu'on ne rencontre pas souvent et qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, assez rapidement, en fait, en 24 heures, 48 heures à peu près, le journaliste en question, qui était un pigiste, a perdu à peu près tous ses contrats et toutes ses opportunités professionnelles. Par contre, François Bouguingo, c'est avant tout un analyste de l'actualité internationale et à ma connaissance, il n'y a personne qui a dit que ses analyses n'étaient pas bonnes. Au contraire, même, il y a beaucoup de gens qui sont montés à sa défense en disant que ses analyses ont toujours été très bonnes. Tout ce qu'il avait fait, en fait, le seul péché qu'il avait commis, c'était un peu d'enjoliver son rôle personnel dans un certain nombre de situations, disons. Puis effectivement, c'est un peu le cas. Quoi qu'il en soit, le résultat net, une fois qu'on a jeté un coup d'œil sur tout ce qui s'est dit sur cette affaire-là, le résultat net est assez clair. Comme je le disais il y a 30 secondes, l'information fausse, l'information inventée, ce n'est pas acceptable. Et ici, la rétribution a été assez forte. Comme je viens de le dire, M. Bouguingo a perdu son emploi. Moi, ma théorie, après 25 ans en relations publiques, c'est que de l'information fausse et inventée, malheureusement, il y en a plus qu'on pense. Et on veut pas, comme consommateur d'informations, on en absorbe. Alors, juste un exemple rapide, je vous ramène quelques années en arrière. J'appellerais ça la crise des accommodements raisonnables phase 1, ou saison 1 peut-être, parce qu'il y a eu une saison 2, puis peut-être qu'il y aura une saison 3. Donc, en 2006-2007, la première phase de cette affaire-là qui a mené à la commission Bouchard-Taylor, il y a des études qui ont été faites, et puis la vaste majorité des incidents qui ont constitué cette crise-là ont été rapportés par les médias de façon complètement inexacte, voire inventée. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a plein de monde qui l'ont dit, y compris des journalistes, après coup. Dans le rapport Bouchard-Taylor, on peut trouver des commentaires de gens qui ont travaillé dans des salles de presse et qui ont reconnu après coup que les médias avaient été, et c'est le mot qui est utilisé, je pense, irresponsables à cette époque-là. Alors, entre autres, il y a eu une vingtaine d'histoires en particulier. Vous vous souviendrez peut-être l'histoire des cabanes à sucre, les fenêtres du YMCA. En fait, c'est des choses qui ont fait la une régulièrement pendant des semaines. Et le bilan de la commission a étudié ces dossiers-là. Et pour 15 des 21 dossiers les plus médiatisés, la commission a conclu qu'il y avait un écart très, très important entre ce qui a été rapporté dans les médias et la réalité. Alors, les deux commissaires, de façon un peu diplomatique, ont parlé d'une crise de perception. Ils ont dit qu'il n'y a pas eu de crise, mais il y a une crise de perception. Mais évidemment, comme citoyens, nos perceptions, c'est dans une large mesure dans les médias qu'on les prend. Alors, ma présentation de ce soir repose, j'ai beaucoup d'exemples, des choses très concrètes pour étoffer mon propos qui vont vous permettre de montrer un petit peu les mécanismes qui sont en jeu. Alors, je vous donne un autre exemple ici que probablement vous n'avez pas vu passer, c'était plus discret dans les médias de Toronto. Ça date de 2010, dans le National Post.
Alors ici, on avait une nouvelle très simple qui disait, dans le fond, que le gouvernement du Québec avait annoncé pendant la période des fêtes des nouvelles normes pour les émissions de CO2 des autos et que c'était des normes qui n'avaient absolument aucun bon sens, qui allaient créer un foutoir total dans l'industrie, qui allait créer du chômage. Et surtout, on disait que le Québec avait fait ça de façon unilatérale, sans prévenir personne, sans consulter, et avait annoncé tout ça de façon délibérée, évidemment, pendant le temps des fêtes, alors que les normes entraient en vigueur immédiatement le 14 janvier. Alors, une nouvelle quand même assez frappante. Et dès le lendemain, il y a un chroniqueur dans le même journal. Et vous savez, les chroniqueurs ont beaucoup plus de marge de manœuvre éditoriale que les reporters, que les journalistes. Alors, il y a un chroniqueur qui en a profité de sa marge de manœuvre pour parler d'une attaque terroriste du Québec sur les manufacturiers automobiles et d'un poignardage du gouvernement fédéral dans le dos en disant que le Québec allait faire concurrence à la Californie pour être la juridiction la plus stupide du continent. Ça, c'est le lendemain. 2 jours plus tard, on a eu droit à un éditorial en bonne et due forme. Alors ici, c'est l'institution médiatique elle-même qui parle, le National Post, qui revient sur la même question et qui, encore une fois, nous explique que le gouvernement du Québec est complètement irresponsable d'avoir abruptement, comme ça, annoncé de nouvelles contraintes, dans le fond, pour l'industrie automobile pendant les fêtes. La vraie histoire est complètement différente. La vraie histoire est la suivante. Le gouvernement du Québec avait annoncé son intention d'adopter de telles normes en 2006, 4 ans auparavant. En 2008, il avait lancé une consultation formelle en déposant un projet de règlement. Et les concessionnaires et l'industrie automobile avaient participé à cette consultation-là, 2 ans auparavant, 4 ans auparavant. Alors évidemment, nouvelle ici complètement bidon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est encore plus intéressante que ça. On est ici en janvier. En avril, là, il y avait eu un changement de gouvernement à travers tout ça aux États-Unis. Et la nouvelle administration américaine avait des vues un peu différentes. C'est l'administration Obama, des vues un peu différentes de la précédente. Alors, les normes américaines et canadiennes, tout à coup, ont été alignées sur celles de la Californie et du Québec, ce qui a amené, par exemple, le Globe and Mail à titrer 2 ou 3 mois après, dans le fond, que tout le marché allait s'ajuster et que le Québec, finalement, avait eu raison. Alors, vous voyez un peu le genre de dispositif qui se met en place. Puis quand on voit des histoires comme ça, on peut se demander, à la limite, quand on parle des 2 solitudes au Canada, dans quelle mesure ce phénomène-là n'est pas induit en partie par une dynamique médiatique semblable à celle-là. Autre exemple ici, qui est un peu de la même eau, en quelque sorte, en 2012, la compagnie internationale de génie qui est ici à Montréal, SNC-Lavalin, nomme un nouveau président, c'est un Américain, M. Card. Il y a un analyste financier de Vancouver, tout simplement dans une note à ses clients, qui spécule que peut-être cette nomination-là ne sera pas très bien reçue au Québec parce que, entre autres, il y avait deux candidats francophones et M. Card ne parle pas français, etc., etc. Alors, la presse canadienne, elle, met la main sur cette note-là et explique à tout le monde qu'il y a maintenant une controverse, une polémique au Québec. En fait, il n'y a jamais eu de controverse, il n'y a jamais eu de polémique. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé mettre un micro devant les chefs de parti au Québec, qui à peu près tous ont dit, grosso modo, c'est dommage, mais de toute façon, il a promis d'apprendre le français, alors il n'y a pas de drame là. Mais néanmoins, on a, comme vous le voyez avec les manchettes ici, on a eu une soi-disant controverse. Dans le cas du Journal de Montréal, ici, la nomination de Card indigne. Au Journal de Montréal, on n'a pas pris de chance. On est allé frapper à la porte de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et puis, essentiellement, ici, la manchette, c'est que la nomination de M. Card indigne la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, il n'y avait pas nécessairement beaucoup à se surprendre ici. Le Globe and Mail a couvert la même histoire, de la même manière. Alors ici, vous voyez la manchette à la 1 sur 5 colonnes du Report on Business, la section affaires du Globe and Mail. C'est quand même une page qui, au Canada, a énormément d'influence, énormément de poids. Alors, le choix de SNC déclenche une querelle linguistique et devient un enjeu électoral.
En fait, c'est complètement faux. Ça n'a jamais été un enjeu électoral et il n'y a jamais eu de querelle linguistique. Et la meilleure preuve que c'est le cas, elle est dans l'article qui est en dessous de cette manchette-là, qui ne fait la démonstration de ni l'un ni l'autre. Essentiellement, ici, on avait un problème dans une large mesure de manchette et en 24 heures, cette histoire-là était morte. Ce genre de traitement-là que subit l'information, on appelle ça du cadrage. C'est quelque chose qui est documenté, dans le fond. En anglais, on utilise l'expression framing, hein, une histoire est framée. Et dans le fond, ça consiste à mettre en évidence certaines facettes d'une histoire ou d'un enjeu, ébaucher des liens entre ces aspects-là qui ont été mis en lumière afin vraiment de refléter une interprétation bien spécifique. Malheureusement, et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas, le coffre d'outils du cadrage implique également qu'on invente à l'occasion des faits, alors de l'invention pure et simple, de la fabrication. Il y a quand même pas mal de cas documentés, et quand je dis de fabrication, bien, ça peut être fabrication de faits et fabrication de sources. Alors, de manière un peu plus pointue, je ne vais pas faire de vous des experts en cadrage, surtout pas, mais il faut apprendre un peu comment c'est fait, parce que ça peut être pernicieux et insidieux. Alors, je le disais, sélectionner les faits, alors gonfler l'importance de tout ce qui tombe à notre portée, qui permet de donner vie à l'histoire, et surtout omettre ou noyer dans le texte tout ce qui vient apporter une nuance ou faire une différence. Des omissions importantes en information, je maintiens qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, pour le public consommateur d'information, ce n'est pas facile, parce que puisqu'il y a omission, ce n'est pas facile d'identifier qu'il manque quelque chose. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples dans quelques minutes. Si on ne veut pas qu'un expert nous explique que l'histoire ne tient pas la route, bien, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller voir l'expert. Donc, de ne pas frapper aux portes des gens dont on ne veut pas entendre la version. Puis évidemment, bien, on peut faire du shopping pour les sources qu'on veut entendre. Alors, si on veut que la nomination de M. Card indigne, allons sonner à la porte de la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est sûr que ça va indigner, il n'y a aucun souci, on va avoir exactement ce qu'on cherche. Utiliser un vocabulaire chargé. On connaît tous assez vaguement le phénomène, au moins un peu le phénomène du langage connoté, hein. Le choix des mots est rarement innocent. Je vous donne un exemple très, très simple, et puis on va avoir une histoire de vaccin dans quelques minutes. Je vous ai mis 4 phrases ici à l'écran qui, a priori, quand on fait la lecture distraite, on va dire, d'une nouvelle, pourrait essentiellement être perçue comme véhiculant la même idée. En réalité, aucune des 4 phrases qui est à l'écran ne véhicule exactement la même idée. Il y a une nuance à chaque fois, et évidemment, la presse est encore largement un métier du langage, et c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par les médias. Tout le monde a entendu parler des deux côtés de la médaille, hein, cette obligation qu'ont les médias lorsqu'une question est controversée ou que tout le monde, ou qu'elle ne fait pas l'unanimité, cette espèce d'obligation de dire il faut quand même faire la juste part aux deux côtés de la médaille ou aux 3 côtés de la médaille, si ça se trouve. Cela dit, dans beaucoup de cas, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y en a juste un, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ici, ce qui est insidieux, c'est qu'on peut choisir de présenter effectivement les deux côtés de la médaille, mais en présentant celui qui est le moins vraisemblable comme étant le plus vraisemblable et vice-versa. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Ensuite de ça, augmenter l'importance perçue, bien, très simple, mettre l'histoire à la une, puis mettre l'histoire à la page 45. Ça n'a pas du tout le même sens, ça ne prend pas le même sens. Alors, vous pouvez faire l'exercice, à la limite, même texte, même photo, même manchette, à la une et pas à la une.
le sens que ça prend n'est pas le même. Donc, le traitement que subit l'information est une source d'information également sur la nouvelle en question. Alors, quand je dis que le cadrage peut être pernicieux, ici, j'ai couvert à peu près tous mes points, sauf les deux derniers. Et en l'occurrence, on peut faire subir à une nouvelle toutes ces choses-là, et on n'aura rien dit de faux. Hein? Omettre des choses, mettre davantage l'accent sur quelque chose plutôt que sur quelque chose d'autre. On peut aboutir à la fin avec une nouvelle où quelqu'un va nous dire « il n'y a absolument rien de faux dans le texte », et c'est vrai. Et donc, le phénomène ici est le suivant. On peut produire une nouvelle inexacte, une nouvelle fausse, tout en disant la vérité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. On peut des fois analyser des textes phrase par phrase, puis on se rend compte que c'est très, 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 très difficile. Maintenant, je le disais tantôt, mes deux derniers points en bas, eux autres, sont plus problématiques. Quand on tombe dans l'invention pure et simple, évidemment, il y a un problème. Et puis après ça, bien, il y a le problème de la manchette. Le problème du décalage de la manchette avec la nouvelle est très important et il n'est pas à sous-estimer parce que, pour plusieurs raisons, très simples. Premièrement, il y a bien du monde qui ne liront que la manchette et qui ne prendront conscience que de la manchette. Ensuite, parce qu'une manchette, c'est une conclusion, c'est un résumé, et de manière un peu intuitive et inconsciente, je dirais, une fois qu'on a pris connaissance d'une manchette puis qu'on lit le texte qui vient ensuite, on va avoir tendance à lire le texte ou à prendre connaissance de la nouvelle comme la démonstration du message que nous a envoyé la manchette. Alors, je vous donne un exemple un petit peu plus sophistiqué que ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Encore une fois, ici, c'est un cas qui n'est pas dans mon livre parce qu'il est postérieur. Un cas qui a fait beaucoup de bruit, surtout à Toronto. On en a moins entendu parler ici. Ça date de février dernier, février 2015. Alors, vous voyez la une ici du Toronto Star, assez frappante le 5 février. Et Gardasil, c'est un vaccin contre les cancers génitaux, surtout donné aux jeunes filles et aux jeunes femmes depuis plusieurs années. Et c'est un vaccin qui est extrêmement efficace. Il est disponible un peu partout dans le monde. Et donc, on parle ici du virus du papillome humain, en anglais HPV. Là. Alors, il y a deux principaux vaccins contre ce virus qui cause des cancers. Alors, cette journée-là, le Toronto Star a frappé beaucoup les esprits parce qu'évidemment, ici, a wondrous drug, c'est-à-dire un médicament extraordinaire, on en convient, mais qui a un côté sombre. Alors ici, ce qui était expliqué, c'est que les journalistes avaient documenté beaucoup de cas de jeunes filles qui avaient eu des problèmes de santé importants après avoir reçu le vaccin, et même un cas de décès. L'article était très long, très documenté, beaucoup de témoignages, des vidéos sur le site Web, et donc c'était très dramatique. Puis évidemment, comme vous savez, il y a tout un mouvement anti-vaccin. Hein? Il y a des gens qui prétendent que les vaccins soit ne fonctionnent pas, soit donnent l'autisme, etc. Donc, on est vraiment ici sur un sujet très, très délicat qui demandait beaucoup de précautions. Et on nous explique ici à toutes fins utiles, là, de façon gravissime, qu'il y a une personne qui s'est retrouvée en chaise roulante et puis un autre avait eu besoin d'un tube pour être nourri avec un tube. Problème de santé important. L'article en question, quand on le regardait comme il faut, présentait d'énormes problèmes. Et les techniques de cadrage que j'expliquais il y a quelques secondes avaient été utilisées ici, consciemment ou pas. Alors, sur un sujet aussi grave que ça, à la une, par exemple, il était clair, quand on lisait le texte, qu'il n'y avait aucun des problèmes de santé ni le décès qui n'avait été clairement relié au vaccin en question. En réalité, les familles croyaient que c'était le vaccin parce que l'incident était survenu quelques semaines après l'inoculation. Hein? Le Toronto Star disait que tous ces cas-là
il y en avait à peu près 8, je pense, qui étaient évoqués plus en détail dans l'article. Tous ces cas-là lui avaient été référés par des médecins. Il n'y a aucun des médecins en question qui n'est cité dans l'article et, selon toute apparence, les journalistes ne leur ont pas parlé non plus. Et il n'y a aucun expert qui, dans l'article, met en doute l'efficacité du vaccin. Alors, pour faire court, on n'a même pas été capable de trouver un charlatan avec un titre quelconque pour venir dire que le vaccin était dangereux. En fait, ici, ce qui s'était produit, c'est un peu complexe, je vais faire ça vite, mais ce qui s'est produit, c'est que les journalistes ont consulté des banques de données où sont colligées des données brutes de tout ce qui survient dans le grand univers de tous les gens qui reçoivent toutes sortes de vaccins. Et dans le fond, ils se sont retrouvés à mettre en évidence des coïncidences. Ces données brutes-là, dans ces bases de données-là, normalement, pour les faire parler, pour que ça fonctionne, ça prend des statisticiens qui vont se pencher là-dessus, des spécialistes qui, a posteriori, étudient les données pour voir s'il y a vraiment corrélation ou causalité entre le fait de recevoir un vaccin et de ne pas l'avoir. Alors ici, il n'y en avait pas, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y avait tout ça reposait sur une base de données assez impressionnante. Et il y en avait eu une étude qui avait été faite quelques années auparavant, commanditée par le CDC américain, et qui avait fait l'objet d'un article dans le Journal of American Medical Association en 2009, qui disait, en toutes lettres, on a regardé toutes ces données-là, et il n'y en a pas de lien de causalité, le vaccin n'est pas dangereux. Alors, ces données-là, si vous faites une recherche sur Google avec Gardasil, puis que vous êtes le moindrement persistant, vous allez tomber dessus assez rapidement. Alors, ces données-là, quel sort leur a-t-on fait subir dans l'article du Toronto Star? Très simple, on n'en a pas parlé. On a fait comme si ça n'existait pas. Alors, sur 72 paragraphes, il y avait 6 paragraphes qui évoquaient le fait que ce vaccin-là avait subi toute une batterie d'études un peu partout dans le monde qui étaient concluantes. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment, c'était tellement gros que l'article a été immédiatement remis en question par des spécialistes, mais le Toronto Star n'a pas facilement pris la critique, comme vous le voyez à l'écran ici, disant par exemple à un lecteur sur Twitter de « try not to be an idiot ». Alors, je ne m'essaierai pas à la traduction, c'est assez clair. Par contre, ça s'est gâté parce qu'au bout de quelques jours, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a 65 spécialistes éminents, chercheurs canadiens de différentes universités au pays qui ont envoyé au Toronto Star une lettre ouverte expliquant par A plus B que l'article était vraiment problématique et que le vaccin Gardasil n'avait jamais causé qu'il n'y avait absolument aucune preuve, aucune démonstration scientifique que le vaccin était dangereux. Alors, c'est devenu très difficile pour le Star à ce moment-là de persister avec son histoire. Alors, donc, dans un premier temps, on a admis un paquet de choses et surtout que le vaccin n'avait pas de côté sombre. Bon, ils ont fait évidemment la manchette un peu partout en Amérique du Nord avec cette histoire-là. Ça n'a pas été une bonne semaine pour eux. Cela dit, l'article, ils ont continué pendant encore plusieurs jours à soutenir que l'article était correct et que le seul problème, c'était la manchette et la position en page 1 et que l'article lui-même ne posait pas de problème. Maintenant, les critiques ont continué. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que ça a pris du temps, par exemple, mais au bout de quelques jours, l'article a été complètement retiré du site Web, alors l'équivalent, dans le fond, d'une rétractation complète. Mais ça a été difficile et il a fallu que beaucoup de monde, dans le fond, se mobilise pour arriver à ce résultat-là. Moi, je ne vois pas du tout l'heure. Je pensais que je verrais l'heure sur l'ordinateur. Alors, un ou deux autres petits exemples, encore une fois, pour bien vous montrer que ça existe et c'est plus fréquent qu'on pense. Le Devoir ici, encore à la une, hein, puis je vais revenir là-dessus parce que ces histoires-là sont souvent à la une. Québec Pétrochère, une usine d'eau potable à Saint-Irénée, dans Charlevoix. L'usine est 5 fois trop grosse.
C'est un scandale. Et évidemment, dans l'article, on a plein d'allusions qu'il y a eu de la collusion avec la firme d'ingénierie, etc., etc. Alors ça a pris quelques jours à peine pour que l'histoire se dégonfle complètement. On a expliqué au devoir que l'usine avait absolument la bonne taille et que tous les calculs qui avaient été faits par les journalistes étaient erronés. Ici, ce qui est intéressant, je vous parlais tantôt d'omission. On était sur un sujet relativement technique. La taille d'une usine qui fait de l'eau potable pour un village, comment on calcule ça? Bon, pas évident, ça prend un ingénieur. Alors, dans l'article en question, bien évidemment, il y a 20 000 ingénieurs au Québec. On n'avait pas été capable d'en trouver un pour nous aider à faire les calculs. On avait préféré ici se reposer sur des employés de la municipalité, anonymement, qui étaient évidemment convaincus que l'usine était trop grosse. Un autre ici, plus récent, dans le Journal de Montréal, à la une, les nouveaux wagons du métro de Montréal s'en viennent, sont trop gros, sont trop lourds, il faut agrandir les tunnels. Anecdote, moi, au bureau, j'ai les journaux à côté de mon bureau. Il y a un vice-président qui passe en coup de vent, qui voit le Journal de Montréal et puis qui s'exclame « Mon Dieu, quelle erreur d'engineering », puis qui s'en va. Alors, message retenu ici, Bombardier ne sait pas comment mesurer ses wagons de métro, la STM s'est trompée dans ses devis. Or, ici, puis tout ce que ça prenait ici, tout ce qu'il fallait faire, c'est lire l'article qui était à la page 3. Tout était parfaitement normal. Les wagons avaient exactement la taille prévue et le poids voulu. Il avait été prévu de longue date qu'il fallait peut-être limer les tunnels sur 200 mètres au cas où la suspension brise. Okay? Et le réseau de métro à Montréal, il y a 70 km de long. Tout ça était prévu depuis le début, c'était budgété, etc. Bref, il n'y en avait pas de nouvelles. C'est aussi simple que ça. Ici, on a une nouvelle fabriquée de toutes pièces. Donc, il semble bien, puis c'est ma théorie, qu'il y a des nouvelles qui sont fausses, qui sont erronées, qui sont biaisées. Et puis, évidemment, quand on parle de qualité de l'information avec les journalistes, et puis ils en parlent eux aussi à l'occasion, on amène souvent la conversation sur la question des ressources, parce que c'est vrai que l'effectif journalistique n'arrête pas de diminuer. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada. En fait, c'est vrai partout dans le monde pour toutes sortes de raisons évidentes. Les ressources qu'on consacre à l'information comme société ne sont pas énormes. L'heure de tomber, toute cette notion, évidemment, que ça va vite, qu'il faut livrer rapidement l'information, ce qui est une réalité, c'est vrai, ça tourne vite. Puis après ça, bien, on va souvent mettre en cause l'action des gens comme moi, communicateurs professionnels, les relationnistes. On nous présente souvent comme des gens qui sont là pour un peu noyer le poisson, faire écran, voire à la limite fournir de l'information qui n'est pas nécessairement exacte. C'est assez rare, par contre, qu'on discute des enjeux que j'évoque ici ce soir, qu'on discute de problèmes d'intégrité et qu'on discute de systèmes de contrôle qualité qui ne sont peut-être pas complètement à point. Ça fait quoi? Au moins 30 ans que dans toutes sortes d'industries, dans la plupart des industries, on parle ouvertement d'assurance qualité. On veut être ISO 9001. À l'époque, on disait ça comme ça. Moi, ça ne me saute pas aux yeux que dans l'industrie de l'information, on a fait ce passage-là. Ce qui me préoccupe aussi comme communicateur, et puis c'est mon expérience, c'est qu'évidemment, toutes ces histoires-là, ce n'est pas anodin. Elles ont des conséquences. Et la conséquence, moi, qui me frappe le plus, c'est que ça affecte à peu près toujours la réputation de quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être une organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être un politicien, mais forcément, ça prend de la matière première, et la matière première la plus abondante, c'est nous tous. Personne n'est à l'abri du premier ministre au passant sur la rue. Ensuite de ça, bien évidemment, ça soulève des questions, je dirais, d'ordre pratiquement démocratique. C'est-à-dire que le public est induit en erreur. Évidemment, il y en a qui vont me dire, on le sait tous que l'information n'est pas parfaite
et on se garde tous un petit, par devers nous, un certain scepticisme. C'est vrai, sans doute, mais je ne suis pas certain qu'on est capable de décoder tant que ça des phénomènes comme ceux que j'évoque ce soir. Alors évidemment, ça peut être relativement pernicieux. Et quand on pense à des dossiers comme les accommodements raisonnables que j'évoquais tantôt, ou même des questions qui deviennent des soi-disant enjeux électoraux, ici, on est directement même en train d'intervenir sur le processus démocratique. On est, à la limite, dans certains cas, sur le bord de l'agitation sociale. Alors, la crise des accommodements raisonnables de la phase 1, 2006-7-8, est-ce qu'elle a laissé des traces? Est-ce que, quand est survenu plus tard le débat sur la charte, est-ce que ces traces-là étaient encore présentes dans la société? Probablement. Avant qu'on me pose la question, je vais l'aborder moi-même. Quelle proportion de l'information est trompeuse? Réponse courte, je ne le sais pas. Puis ici, je vais insister beaucoup, là, je vais formuler une hypothèse. Puis hypothèse, je vais le dire 3 fois, 4 fois s'il faut, parce que j'ai été mal cité à l'occasion sur cette question-là. Pour vraiment quantifier le phénomène, il faudrait l'étudier de façon... faudrait vraiment l'étudier au niveau quantificatif, ce que je n'ai pas fait. Et par contre, j'ai une théorie, moi, qui est la suivante. C'est que je pense que la règle du 20-80, qu'on rencontre souvent dans toutes sortes de contextes, s'applique ici. Je pense que la vaste majorité des journalistes sont des professionnels qui font de leur mieux et qui produisent un travail tout à fait honnête. Et je serais prêt à parier qu'il y a 80 de l'information qui est bien correcte. Et que ce que j'évoque ici ne touche peut-être que 20 de l'information. Cependant, le 20-80, pour moi, vient rebondir d'une autre manière dans l'histoire. Je pense que les histoires qui sont un peu tordues, même si elles n'occupent que 20 du volume, occupent 80 de l'espace. Parce que ce sont les histoires qui sont placées à la une, ce sont les histoires dont on parle dans les émissions matinales, ce sont les histoires que dont les gens s'envoient les liens sur Twitter, etc., parce qu'elles frappent l'imaginaire, parce qu'elles sont vraiment colorées. Et j'ai bien peur, moi, qu'il y ait beaucoup de journalistes qui travaillent très fort à produire du matériel de qualité dont on prend plus ou moins connaissance, ou dont on parle très peu. Les phénomènes qui sont en arrière de ça, il y en a plusieurs, mais je veux quand même évoquer la concurrence. C'est évident que la concurrence entre médias d'information est très vive, de plus en plus vive, et que ça vient jouer un rôle là-dedans. Parce qu'au fond, on veut ici jouer à mon histoire est plus grosse que la tienne. Hein? Il y a beaucoup de ça dans le monde de l'information. Et il y a des chercheurs de Harvard, d'ailleurs, qui se sont penchés sur cette question-là, qui ont essayé de voir s'il y avait un lien entre l'exactitude de l'information et l'effet de la concurrence sur un marché donné. Leur étude est assez complexe, mais les conclusions auxquelles ils arrivent sont intéressantes. Eux disent qu'il ne faut pas avoir de grandes attentes en matière d'exactitude parce que, dans le fond, les médias vont tendre à donner au public ce qu'ils cherchent, tendre à donner au public à dire au public ce qu'il veut entendre. Autrement dit, on est dans une dynamique commerciale, donc il faut plaire. De sorte que, par exemple, sur un enjeu dont les médias auront perçu qu'il fait relativement l'unanimité dans le marché, l'information, de manière générale, va être un peu biaisée ou déformée pour aller correspondre à ce que le public attend. Sur d'autres enjeux qui font peut-être moins l'unanimité, qui sont plus polarisés, ben là, la dynamique va être un peu différente, mais le résultat va être pire. C'est-à-dire que les médias ont leur propre personnalité. Ils vont segmenter le marché, dans le fond, pour essayer d'aller chercher vraiment le public qui, croit-il, est le leur. Et pour faire ça, ils vont parler encore plus fort. Ils vont déformer encore de façon plus accentuée pour arriver à leur fin.
Alors, tout ça n'est pas très rassurant. Par contre, on voit des signes que ce phénomène-là de la concurrence, il est très important. Il y a une firme de recherche au Québec qui s'appelle Influence Communication qui s'est beaucoup penchée, entre autres, sur la quantification des nouvelles exclusives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que ça a commencé tranquillement, mais depuis quelques années, le mot exclusif est partout. Tout est exclusif. Il y a toujours une nouvelle exclusive à la une. Moi, j'ai appris, à force de les regarder, là, que dans beaucoup de cas, c'est une exclusivité de pure forme parce qu'en réalité, il n'y a même pas toujours une nouvelle. Alors, les wagons de métro de tantôt, par exemple, là, ça, c'était exclusif. C'est sûr que c'est exclusif, c'est une invention. Alors, il y a vraiment, on sent vraiment une nervosité, en quelque sorte, hein, de la part des médias, de dire, j'ai du matériel, là, moi, qui détonne, alors viens chez moi. Ça a probablement joué un rôle aussi dans l'émergence d'un star system. Il y a un star system chez les journalistes qui fait partie de la même dynamique. Et vous remarquerez aussi que lorsque les médias nous parlent de leurs produits et qu'ils veulent évoquer la question de la qualité, c'est toujours par leur chiffre de circulation, leur code d'écoute, ce que moi j'appelle leur box-office. C'est-à-dire qu'on essaie d'établir un lien entre beaucoup de gens me lisent, beaucoup de gens m'écoutent, donc mon information est de qualité forcément. Alors évidemment, un tel lien n'existe pas. Là. Si un lien comme ça existait dans d'autres domaines dans le monde, là, je connais des chaînes de hamburgers qui seraient 3 étoiles au Michelin là, parce qu'ils en vendent beaucoup. Alors évidemment, on l'a dit tantôt, c'est bien certain qu'on est dans un environnement où tout va très vite. Et puis, on est gourmand comme consommateur d'informations, puis c'est vrai qu'on veut savoir les choses rapidement. Cela dit, je ne suis pas certain, moi, que si on nous donnait le choix entre voulez-vous de l'information fausse dans la prochaine heure ou si vous aimez mieux attendre une couple d'heures puis avoir de l'information plus exacte, je pense qu'on aurait peut-être des réponses nuancées à cette question-là. Ça m'amène à dire, en quelque sorte, qu'il y a deux formes de sensationnalisme. Il y a le sensationnalisme dont on parle depuis toujours, que tout le monde connaît, c'est-à-dire il y a un meurtre quelque part, le sang, le sexe, le sport, puis ça se retrouve à la une. On donne à la nouvelle, dans le fond, une importance disproportionnée. Ça existe depuis toujours. C'est né avec la presse, il n'y a pas de problème. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'information est fausse. Il y en a eu un meurtre, et puis ce qu'on nous raconte dans le texte, le cas échéant, est tout à fait exact. Ce qui est plus problématique, à mon sens, c'est qu'on décide de prendre des bribes de vérité et d'en faire une nouvelle qui est sensationnelle, mais qui en réalité est trompeuse. Je n'ai pas encore prononcé le mot « objectivité ». C'est un mot un peu tabou dans le milieu. C'est certain, je ne veux pas sous-estimer, puis je fais attention, c'est un métier qui n'est pas évident. Trouver la vérité et en faire état, surtout dans les cas où on sait qu'il y a des gens qui veulent cacher des choses, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. J'admire beaucoup, en fait, les journalistes qui y arrivent. Par contre, il faut que les journalistes soient conscients, il faut que nous soyons conscients. En fait, il faut que tout le monde soit conscient d'une chose. Notre cerveau n'est pas toujours notre meilleur ami. Le biais, tout le monde est biaisé et il n'y a personne, sur le plan personnel, il n'y a personne d'entre nous est objectif. C'est impossible. L'objectivité, ça n'existe pas. On a un bagage social, on a un bagage culturel, on a appris des choses, on a des réflexes, et puis il y a une grande quantité de ça qui est parfaitement inconscient. On aurait de la difficulté à mettre le doigt dessus. Alors, il y a des pièges qui nous guettent, à la fois comme consommateurs d'informations, mais ce sont aussi des pièges qui guettent les journalistes. Je pense entre autres aux billets de confirmation, vous connaissez probablement. En gros, très simple, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous explique quelque chose qu'on croit déjà, on absorbe facilement l'information parce que ça vient nous conforter dans ce qu'on pense. Lorsqu'on nous oppose des arguments pour nous expliquer que ce qu'on croit fondamentalement n'est pas vrai, bien, on écoute, mais on est plus sceptique. On pose plus de questions. On ne laisse pas rentrer cette information-là à la même vitesse. Alors,
quand on parle, ça m'est arrivé à quelques reprises de parler avec des politiciens de leur rapport avec les médias. Et puis, presque toujours, ils ont ils me disent la même chose. Quand un journaliste nous appelle, en réalité, il n'est pas en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. En réalité, au moment où on prend le téléphone, il a déjà décidé dans sa tête qu'est-ce que c'était l'histoire et il cherche des citations pour aller boucher les petits trous. Je vous avoue que moi, comme communicateur, après 25 ans, je suis assez d'accord avec ça. C'est souvent comme ça qu'on a l'impression que ça se passe. Ce n'est pas facile d'expliquer à un journaliste une histoire si elle diffère de celle qu'il a en tête. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est un peu semblable, c'est toute cette question de faire abstraction du contexte, dans le fond, pour très rapidement établir un lien entre une cause et un effet. Alors, encore une fois, on a des préjugés, on a des idées préconçues et on va aller rapidement faire un lien de cet effet-là. Backfire effect, c'est encore plus intéressant, je trouve. C'est l'idée de dire, je reviens à mon exemple du vaccin Gardasil tantôt, l'idée est la suivante, cet article-là va laisser des traces parce qu'en réalité, l'article était fautif. Les scientifiques sont intervenus pour dire en quoi il était fautif dans le journal. Le journal a expliqué qu'effectivement, l'article était fautif. L'article a été retiré. Il y a des gens qui vont ressortir de ça encore plus convaincus que l'article était vrai et fondé parce qu'il y a des gens qui se sont obstinés à expliquer qu'il ne l'était pas. C'est un peu la théorie du complot, là. Si tu essaies de me convaincre très fort que j'ai tort, je vais devenir encore plus convaincu de ce que je pensais. Alors, c'est très, très insidieux. Alors, à cause de tous ces biais-là, je disais, personne n'est objectif. La profession journalistique, l'industrie de l'information, s'est donné un système. Il y a une méthode pour faire du journalisme qu'on peut assimiler un peu à la méthode scientifique, afin que le résultat du travail, lui, soit le plus objectifs possibles. Alors, c'est ce qu'on appelle la déontologie, c'est ce qu'on appelle les standards professionnels. La plupart des médias en ont. Certains rendent leurs standards publics. C'est assez facile d'examiner tout ça. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans beaucoup de cas, les standards en question sont plus ou moins observés, voire pas observés du tout. Puis il y a des signes de ça qui sont assez faciles à percevoir. Par exemple, en matière de sources anonymes, il devrait y en avoir très peu de sources anonymes. Ça devrait être rarissime. À peu près tous les codes de déontologie s'entendent là-dessus. Or, les sources anonymes, aujourd'hui, c'est la norme. Il y a des sources anonymes partout et les règles qui s'appliquent à l'usage de sources anonymes sont rarement suivies. La correction des erreurs, c'est la même chose. Tous les codes de déontologie expliquent, dans le fond, que les erreurs doivent toujours être corrigées. Elles ne le sont presque jamais. Et que lorsqu'elles le sont, en général, c'est le résultat d'une bataille qui a été très difficile. Il y a des études qui ont été faites, et surtout aux États-Unis. Et bon, vous voyez parfois des rectificatifs dans les journaux, dans les médias. Il y a certaines études qui tendent à démontrer que pour chaque rectificatif que vous voyez, il en manque peut-être jusqu'à 300. Alors, quand une histoire est bien cadrée, qu'elle a du succès, des grosses chances qu'elle soit répétée un peu partout, gonflée hors de proportion, et là qu'on se mette à chercher des histoires semblables parce que ça marche. Et c'est ça que j'appelle un vortex. Et ces histoires-là, semblables qu'on va trouver, bien évidemment, elles seront à leur tour répétées, voire déformées. Alors, un exemple rapide ici, vous vous souvenez peut-être du tsunami de 2004. Alors, une catastrophe, évidemment, en Indonésie, et qui est survenue tout de suite après Noël. Et très rapidement, il y a 2 dépêches d'agences internationales qui sont sorties, Reuters et Associated Press, dans un cas, on citait un fonctionnaire qui disait, dans un parc national au Sri Lanka, qui disait, on a des éléphants dans le parc, je n'ai pas vu d'éléphants morts, puis d'ailleurs, je pense que les animaux ont un 6e sens. Et ont réussi à éviter la vague, etc. Le même jour, Associated Press, comme par hasard, la même nouvelle ou à peu près, avec une source anonyme, évidemment, qui dit grosso modo la même chose, mais cette fois-ci qui donne la parole à un hôtelier qui dit, moi, j'ai pas vu d'animal mort. Alors, je vous rassure, il y a plein d'animaux qui sont morts.
aucun comportement de fuite ou d'éloignement des animaux n'a été observé. Il y avait des éléphants dans le parc, il y avait des GPS. Ça a été documenté scientifiquement. À mesure que le tsunami arrivait, les éléphants se rapprochaient de la côte. L'idée générale, c'est plutôt que ce parc-là est protégé par des dunes qui ont fortement amorti le choc de la vague, qui était beaucoup moins haute par ailleurs qu'en Indonésie. Mais ces deux dépêches-là ont fait quand même beaucoup de dommages. Alors ici, vous avez par exemple ce qu'on a lu dès le lendemain dans la presse, qui avait été pris directement des dépêches. Alors vous voyez ici que ce n'est plus un individu qui spécule, ce n'est plus un individu qui croit, c'est le propriétaire d'un hôtel qui a confirmé la nouvelle. Et les animaux ont fui dès qu'ils ont senti les vibrations, et plusieurs heures même. Alors, la dépêche initiale ne disait même pas ça. Alors, on a un peu amélioré la sauce pour faire ça. Le lendemain, toujours dans la presse, un chroniqueur. Alors, comme je disais tantôt, les chroniqueurs ont beaucoup de marge de manœuvre. Alors, ici aussi, c'est un fait accompli. Les animaux ont été mystérieusement avertis et se sont enfuis. En fait, la presse n'était pas tout seul. Ça a marché très, très fort, cette nouvelle-là, un peu partout dans le monde. La faune épargnée par le tsunami, sauvée par son sixième sens, alors à Londres, à New York, à Toronto, etc., etc. Le 4 janvier, donc juste quelques jours plus tard à peine, ça c'est plate quand ça arrive comme ça, une autre dépêche de la même agence, Associated Press, oups, des milliers d'animaux retrouvés morts en Inde, encore plus loin de l'épicentre. Et dans un autre parc national, ils sont probablement tous morts, dit-on. Alors ça tombe pas très bien. Alors cette dépêche-là n'a pas eu beaucoup de succès. Elle a été ignorée par tout le monde. En fait, le soir même, au téléjournal de Radio-Canada, on a commencé comme ça, hein, sixième sens ou instinct, les animaux ont échappé au tsunami. Ça, c'est un phénomène très important. Une fois qu'une histoire est partie, qu'elle est sur ses rails, que ça fonctionne, lorsqu'on se rend compte que, oups, ça ne fonctionnait peut-être pas finalement, on continue. On ne va pas retourner en arrière, il n'y a pas de reculons. En fait, ici, immédiatement, assez rapidement, dans les jours et les semaines qui ont suivi, cette chasse aux histoires semblables s'est poursuivie. Alors, je vais citer juste les meilleurs, là. Une tortue centenaire a adopté un hippopotame orphelin. Agence France-Presse, pour ne pas le dire. Et les éléphants ont piétiné 150 000 personnes en s'enfuyant. Juste rappeler que le bilan complet du tsunami, c'est 200 000 personnes. Là. Alors, il faudrait que les 3/4 ont été piétinés par des éléphants. C'est particulier. Là, mais... donc, on se rend compte dans un cas comme ça, qui est de l'information internationale, c'est un espèce de gros jeu du téléphone en réalité. La priorité, ce n'est pas vraiment de vérifier, parce que là, ça presse. Les gens savent que l'information va être partout. En fait, très rapidement, elle est partout. Donc, si tout le monde le dit, ça doit être vrai. La priorité, c'est plutôt embellir, répéter, propager, etc., etc. Un autre exemple, plus près de nous, vous êtes peut-être au courant du No-Fly List, la liste d'interdiction de vol. Alors ça, c'est tout simplement une mesure pour lutter contre le terrorisme. Ça avait été annoncé de longue date, ça se préparait depuis des années. Le gouvernement canadien préparait une liste d'à peu près 1000 personnes qui, lorsqu'ils veulent prendre un vol commercial, disons, risquent d'avoir certains problèmes parce qu'ils ont des antécédents. Encore une fois, ce n'était pas une grosse nouvelle, tout le monde savait ça, mais le 18 juin 2007, un lundi, c'était l'entrée en vigueur de la liste en question. Or, les médias ont été chanceux. Quelques jours avant, il y avait des audiences de la commission d'enquête sur la catastrophe d'Air India, qui s'est évidemment produite de nombreuses années auparavant. Pendant ces audiences-là, il y a un cadre d'Air Canada qu'on a questionné sur la question de l'efficacité éventuelle de telle liste. Et puis, il a dit, c'est un peu préoccupant, là, parce que nos employés de première ligne au comptoir, ça ne sera peut-être pas toujours facile si un client se présente et qui est sur la liste. Là. Ce sont nos employés qui vont subir, qui vont devoir annoncer la mauvaise nouvelle au client qui a des problèmes. Ce n'est pas comique, là. Alors, c'était une aubaine pour les médias. Pendant quelques jours, la liste d'interdiction de vol est devenue la nouvelle. Vous voyez des manchettes ici, par exemple, « No Fly, Fears Soaring ». Alors, les craintes explosent. Alors, dans tous ces articles-là, en règle générale, là, il y avait 0 ou une source
qui exprimaient des doutes, qui disaient, par exemple, ben, peut-être que c'est problématique si il y a des faux positifs, par exemple. Alors, il n'y avait absolument pas d'explosion. Mais juste pour vous montrer comment absurde ça peut revenir, moi, j'aime beaucoup celui-là ici. « No fly list appears to have major bugs in it ». Alors ici, cet article-là raconte l'histoire d'une madame qui a eu de la difficulté à s'enregistrer pour un vol au départ de Vancouver le 29 mai, c'est-à-dire 3 semaines avant l'implantation de la liste. Et puis, personne n'avait la liste en main. Il n'y avait aucune compagnie aérienne qui avait reçu la liste. Le système ne fonctionnait même pas. Et le journaliste est allé jusqu'à le dire dans l'article que la liste n'était pas encore implantée, mais qu'une famille canadienne lutte déjà pour en faire retirer un nom. Alors, c'est un non-sens complet à l'intérieur même de la nouvelle. Toujours dans le même dossier, ici, le ministre des Transports, à l'époque, Lawrence Cannon, a essayé de calmer le jeu un peu, il donnait un mini point de presse. Et puis là, l'histoire vraiment s'essoufflait, là, on ne savait plus comment lui redonner vie. Alors, il y a un journaliste qui a eu la brillante idée de lui demander si le ministre maintenant excluait une question piège. Hein. Est-ce que vous excluez la mise en place, peut-être dans le futur, d'une liste de surveillance biologique? Alors, empreinte digitale, iris, des choses comme ça. Alors, le ministre a dit non. On n'a pas de projet à cet effet-là, mais bon, on va continuer à surveiller ce qui se passe du côté des terroristes. Là. En bon politicien, il n'allait pas promettre qu'il n'y aurait jamais de liste biométrique, mais l'idée générale ici, c'était quand même que la réponse courte, c'était non. Alors, le lendemain, dans le National Post, la manchette, c'était ça ici. Alors, c'est exactement le contraire de ce que le ministre dit, finalement, parce qu'ici, on a Ottawa envisage la mise en place d'une liste biométrique. On retourne la nouvelle complètement à l'envers. Alors, c'était la même chose, hein, je reviens sur les accommodements raisonnables 2 secondes. Cette espèce de tourbillon, de vortex, de multiplication d'histoires, ça a été documenté. Vous voyez ici, pendant les 8 premiers mois, mars à octobre 2006, quand on était encore en rodage, qu'on n'était pas certain que ça allait fonctionner, cette histoire-là, dans 5 quotidiens qui ont été étudiés de la région de Montréal, on dénote 87 reportages puis 69 textes d'opinion sur le thème des accommodements raisonnables. Mais là, la crise, ça a enclenché. Hein, la crise a bien fonctionné. Alors, dans les 6 mois qui ont suivi, 364 reportages, 194 textes d'opinion. Et la commission Bouchard-Taylor a documenté 73 enjeux d'accommodement en 22 ans, mais 55 %, plus de la moitié en 2006-2007. Alors évidemment, je le disais tantôt, toutes ces histoires-là avaient été inventées ou du moins gonflées hors de proportion. Donc, c'est quoi la recette d'un vortex? C'est qu'au lieu de vérifier, on va aller collectionner des réactions, demander à des gens ce qu'ils pensent, demander à des gens ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'on pourrait peut-être faire, même si on se trouve à ce moment-là à spéculer sur de l'information qui est pas fiable. Impliquer le public. Alors là, vous voyez entrer en jeu tout ce qui est vox pop, pseudo-sondage, question du jour. Dans le dossier des accommodements raisonnables, il y en a eu beaucoup. Bon, évidemment, la presse d'opinion, elle, va contribuer au tourbillon. Et je le disais tantôt, hein, ne jamais corriger, ne jamais reculer. Ça, c'est un commandement presque. Alors, comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là? Évidemment, personne ne veut restreindre la liberté de presse. La presse est libre et c'est un concept vraiment fondamental en démocratie. Par contre, il y a quelque chose qui vient avec ça, c'est que la presse a aussi des responsabilités. La presse est évidemment très rapide à mettre en jeu, à mettre en avant la liberté de presse quand vient le temps de se défendre, si je puis dire. Mais il faut bien comprendre que la liberté de presse, la liberté d'expression, telles qu'elles sont définies dans la Charte des droits, dans les constitutions, ça ne concerne pas vraiment les journalistes. C'est plutôt un droit fondamental, une liberté fondamentale qui est reconnue à tous les citoyens. Si vous allez dans la Charte des droits canadienne puis que vous cherchez quelque chose qui s'applique spécifiquement aux journalistes, vous allez chercher longtemps, il n'y a rien qui s'applique spécifiquement aux journalistes. Alors, la liberté de la presse, on fait parfois cette nuance-là, ou la liberté des journalistes, c'est autre chose. C'est vraiment un concept important en démocratie, mais ça a des limites.
ça découle dans une large mesure d'une tradition, de la tradition. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des années, au fil des générations, et qui est circonscrit depuis 100 ans par les normes professionnelles, dans le fond, et par les tribunaux. Parce qu'à l'occasion, les tribunaux ont dû intervenir, notamment dans des cas de diffamation, ça vient souvent par le chemin de la diffamation, sur les limites des responsabilités et des prérogatives de la presse. Je voudrais brièvement évoquer quelques-unes de ces décisions-là de tribunaux plus récentes, parce qu'elles sont très importantes, puis elles ont vraiment fait avancer le débat et la conversation sur la question. Alors ici, je n'entrerai pas dans le fin détail, ça serait long, mais il y a deux causes qui, dans les années 2000, se sont rendues en Cour suprême et qui ont, en quelque sorte, provoqué vraiment une discussion intéressante sur les prérogatives des journalistes, sur leurs responsabilités. Alors, ces causes-là, c'est l'affaire Néron, qui concernait un reportage d'une émission de Radio-Canada. La décision a été rendue en 2004. Donc, on est ici au Québec, donc dans le domaine du droit civil, du Code civil. Et une autre décision, 5 ans plus tard, Grant, ça c'était à Toronto, ça concernait le Toronto Star. Ça aussi, ça s'est rendu en Cour suprême. Alors ici, common law. Ce qui est intéressant, c'est que les juges, évidemment, à 5 ans d'intervalle, tout en tenant compte des distinctions qui existent, évidemment, entre le droit civil et le common law, ont évidemment rendu des décisions assez semblables au niveau des grands principes et mis au monde un concept qu'on appelle la communication responsable ou le journalisme responsable qui n'existait pas jusque-là. Alors, en gros, pour faire une histoire courte, Radio-Canada a perdu sa cause, le Toronto Star a gagné la sienne, mais ça, c'est anecdotique, ce n'est pas très important dans les circonstances. Conclusion des tribunaux, c'est qu'on ne peut pas demander à la presse la perfection absolue, c'est impossible. Si on demandait ça, on serait, on n'aurait pas toute l'information que nous méritons, parce qu'évidemment, ça induirait une prudence et une retenue qui ne serait pas raisonnable. Donc, c'est normal que l'information ne soit pas parfaite. Par contre, ce que la Cour est venue dire, c'est que les journalistes sont un peu comme d'autres professionnels, comme des médecins, comme des avocats, par exemple, et qu'ils ont une obligation de moyens. Alors, vous ne pouvez pas nécessairement demander à votre médecin de vous guérir absolument si vous avez une maladie incurable, mais vous pouvez exiger de votre médecin, par contre, qu'il vous soigne selon les règles de l'art, selon les dernières avancées de la science, etc., etc. Donc, des standards professionnels, en quelque sorte. Alors, autrement dit, ce que la Cour est venue faire ici, dans le fond, c'est de rehausser le statut, je vais le dire comme ça, des normes déontologiques qui existaient déjà et que, dans le fond, les journalistes eux-mêmes avaient déjà mis au point. Alors, qu'est-ce que c'est faire pratiquer le journalisme responsable? Bien, en deux mots, c'est bâtir une nouvelle, bâtir de l'information en suivant une méthode ou en posant les gestes qu'un autre journaliste à côté raisonnable aurait posé, puis qu'un autre à côté aurait posé. Et puis, c'est ça qui fait écho, dans le fond, à la méthode de travail journalistique. Donc, une nouvelle fausse ne constitue pas nécessairement une faute au sens du Code civil. C'est un des corollaires, dans le fond, de cette décision-là. C'est normal qu'il y ait des imperfections. Ensuite de ça, on pourrait avoir une discussion sur les corrections et les rectificatifs, mais on ne peut pas demander la perfection absolue. Et par ailleurs, la véracité ne constitue pas nécessairement une défense. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il est possible, je le disais tantôt, il est possible de bâtir une nouvelle fausse avec des phrases qui, prises individuellement, ne le sont pas. Alors, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, ça ne suffit pas pour se défendre, si on a fait ça, de dire bien, ce que j'ai écrit n'est pas strictement parlé faux. Entre autres, et puis c'était assez manifeste, entre autres dans l'affaire Néron, c'est que si on identifie des omissions tellement sérieuses qu'elles auraient, si l'information avait été présente,
le sens qu'on aurait donné à la nouvelle aurait été complètement différent. Bien là, ici, on a vraiment un cas à ce moment-là où la véracité ne peut pas suffire à se défendre. Donc, la question fondamentale devient, lorsqu'on veut porter un jugement sur un texte de nouvelle, la question fondamentale devient, est-ce que les règles de l'art, est-ce que les standards professionnels normaux ont été respectés? Par ailleurs, le tribunal s'est aussi penché sur la question des sources anonymes. Puis ça, c'est important parce que dans les histoires fabriquées de toutes pièces, en règle générale, il y a des sources anonymes. Les sources anonymes, c'est vraiment un instrument de prédilection pour bâtir des nouvelles qui sont déformées. Et la Cour ici, puis j'ai fait un petit résumé ici, la Cour a reconnu que les sources anonymes, c'est important. C'est important que les journalistes puissent pouvoir offrir la confidentialité à une source. Alors, personne ne remet ça en question sérieusement, que des gens, dans l'intérêt public, à leurs risques et périls, parlent à des journalistes. C'est très bien comme ça. Ce que le tribunal a dit, par contre, c'est que cette protection-là n'est pas absolue. Elle ne peut pas être absolue et que, par exemple, s'il est établi que quelqu'un, sous le couvert de l'anonymat, a délibérément livré de l'information fausse à un journaliste, bien, l'entente de confidentialité pourrait tomber et cette source-là pourrait être exposée. En l'occurrence, dans les décisions de la Cour suprême en question, les médias qui étaient impliqués ont reconnu ce principe-là, ont accepté cette idée-là. Donc, protection des sources anonymes, absolument, des sources confidentielles, absolument. Protection absolue, pas du tout. Alors, on voit que dans ces décisions-là de la Cour suprême, il y a des gains à la fois pour la presse, dont le statut particulier est reconnu, mais il y a aussi des gains pour le public. Et dans le fond, c'est un peu comme société si on se donnait des outils pour lutter contre l'aveuglement volontaire, en quelque sorte. Bon, moi, je suis un communicateur professionnel. Ce que je fais dans la vie, c'est travailler sur des réputations, les construire, les protéger. C'est long, bâtir une réputation, et comme l'a savamment dit Warren Buffett, ça prend 5 minutes pour la perdre. Alors évidemment, vous aurez compris, concept de liberté de presse, essentiel en démocratie. Il ne s'agit pas de restreindre la liberté de presse, pas du tout. Par contre, souvent, ça vient s'entrechoquer avec le droit que nous avons tous à notre réputation, à la fois les personnes et les organisations. Puis, retour ici, peut-être faire écho sur ce que j'évoquais tantôt, le biais de confirmation. C'est important quand on, comment dire, les premières impressions comptent beaucoup. Puis une réputation, ça se construit petit à petit. Mais on se rend compte aussi que lorsqu'on a réussi, et puis que notre réputation, si je parle d'une compagnie, par exemple, ou d'une organisation, on se rend compte que lorsqu'on est bien perçu, bien, ça nous facilite la vie parce que les gens vont croire plus facilement les nouvelles positives que les nouvelles négatives. Alors, l'information positive adhère davantage que l'information négative. L'inverse est aussi vrai. Si on a eu des gros problèmes réputationnels, les gens vont avoir tendance davantage à emmagasiner facilement l'information négative. Alors, c'est le même phénomène que j'évoquais tantôt, hein, c'est-à-dire je vais absorber plus rapidement l'information qui me conforte dans mes vues et puis l'information adverse, je vais être plus sceptique. Alors, donc, là où je m'en vais avec ça, évidemment, c'est que c'est assez important d'être très alerte lorsqu'on fait le métier que je fais pour, comment dire, persister dans la protection de la réputation, même lorsque ça peut paraître anodin ou que c'est des nouvelles moins importantes. Il faut développer un peu une tolérance zéro, en quelque sorte, face aux menaces à notre réputation. Le diagramme ici, ce que j'essaie de dire exactement dans le même esprit, c'est qu'on ne veut pas se retrouver en situation de vortex quand on est une entreprise. On ne veut pas être pris dans un tel tourbillon parce que là, vraiment, il est un peu tard et on se retrouve en mode gestion de crise. Ça peut être le cas pour un enjeu de société, mais ça peut être aussi le cas pour une compagnie. Donc,
c'est important d'intervenir quand on voit du cadrage à l'horizon. Puis il y a des façons de le faire, il y a des moyens d'y arriver. Donc, moi, je prône quand même une dynamique au niveau des relations de presse, là, on appelle ça un peu comme ça en entreprise, une dynamique là, de veille et d'être très attentif et assez militant par rapport à ce que les médias disent de l'organisation pour laquelle on travaille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Bien, peut-être ça va vous paraître banal, mais moi, je vous dirais, la plupart des organisations, la plupart des entreprises ne font pas ces choses-là. Alors, signalez gentiment les erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont des pures erreurs de bonne foi, de pures erreurs d'inadvertance. Alors, simplement, échanger avec le journaliste. Rien demander de spécial, mais simplement dans l'esprit de dire, bien, la prochaine fois, quand tu parleras de ce dossier-là, bien, fais attention, c'est pas tout à fait ça, etc., etc. Bon, évidemment, en principe, demander un rectificatif. En réalité, quand on consulte les codes de déontologie, cette obligation de publier un rectificatif, elle figure pratiquement toujours dans les codes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Un journal comme le New York Times, par exemple, publie 3 à 4 000 rectificatifs par année. Si vous lisez le New York Times, vous allez en voir même en temps réel, pratiquement. Si vous l'ouvrez le matin, il y a déjà des correctifs en ligne. Publier son propre rectificatif. Il y a 25 ans, ce n'était pas possible de faire ça, c'était compliqué. Internet a changé tout ça. On peut publier, dans le fond, soi-même sa mise au point. On peut la diffuser, on peut la disséminer, hein, et puis se mettre officiellement on the record, si je puis dire, avec l'histoire. Dans certains cas, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'informer l'entreprise de presse. Parce que dans les rapports qu'on a parfois avec les médias, bien, dans la réalité de tous les jours, la façon dont ça fonctionne, vous êtes en lien des fois avec un journaliste, parfois avec son supérieur, mais pas souvent. Puis évidemment, bien, si vous avez une discussion, une conversation pas facile, puis que vous n'êtes pas capable d'obtenir un rectificatif ou quoi que ce soit, bien, on a tendance des fois peut-être à baisser les bras. Mais évidemment, l'organisation, l'entreprise de presse, éventuellement, ne le saura jamais, ne sera pas mise dans la situation où elle peut corriger, peut prendre conscience du problème, puis peut-être prendre des mesures. Alors, il ne faut pas nécessairement penser qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là, parce que j'ai quand même vu beaucoup de situations où lorsqu'on va un petit peu plus haut dans la structure, dans le fond, on rencontre assez rapidement des gens qui disent, bien, effectivement, il y a un souci ici, puis on va corriger. Alors, ce n'est pas nécessairement toujours sur la place publique hein, que ça se passe, mais une entreprise de presse, c'est une institution. On peut communiquer avec cette institution-là. On peut aussi demander un droit de réponse. Alors ça veut dire sur la place publique, donc publié dans le journal, par exemple. En réalité, le droit de réponse, dans beaucoup de juridictions, il y a même des lois qui garantissent le droit de réponse, et c'est le cas ici au Québec. Il y a une loi sur la presse. Bon, personne y recourt très souvent à ma connaissance, et puis c'est pas facile là, parce qu'il y a plein de bémols. Il faut faire la démonstration que c'est important. Alors, les gens qui posent le jugement que c'est important sont souvent juges et parties. Quoi qu'il en soit, le principe du droit de réponse, il est bien établi et il existe. Puis ensuite de ça, bien évidemment, il y a toutes sortes de mécanismes de médiation. Alors, je pense ici, évidemment, au Conseil de presse, qui est une institution, à mon sens, très importante. Certains médias ont des ombudsman, on appelle ça un public editor en anglais. Vous avez vu tantôt, j'ai évoqué le cas de Gardasil au Toronto Star. L'ombudsman est intervenu dans le bon sens, en prenant un peu la pause, le parti du public, en quelque sorte. Donc, il y a des mécanismes qui existent. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont éminemment perfectibles. Par contre, s'ils n'existaient pas, on s'en ennuierait. Et moi, je continue de militer en faveur d'un recours au Conseil de presse, évidemment, chaque fois que c'est justifié. Le Conseil de presse fait un travail assez remarquable que les médias, je trouve, n'apprécient pas toujours, parce qu'évidemment, il écarte une foule de plaintes frivoles. Il y a beaucoup de plaintes frivoles qui sont déposées au Conseil de presse parce que les gens comprennent évidemment pas toujours très bien le concept de liberté de presse. Oui, ça peut arriver qu'on lise dans le journal des nouvelles qui ne nous plaisent pas,
Mais comme j'ai souvent dit à mes clients, si c'est vrai, il faut vivre avec. Si ce n'est pas vrai, on va faire quelque chose. Mais si c'est vrai, il faut vivre avec. Les journalistes ont cette prérogative-là. Je termine rapidement là-dessus. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. En fait, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais évidemment, le public, un peu partout, je le disais au début, est quand même au moins vaguement conscient des phénomènes que j'ai évoqués aujourd'hui, parce que malheureusement, la confiance dans les journalistes n'est pas très forte et elle a plutôt tendance à baisser. Alors, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Par contre, au lieu de regarder des courbes de code d'écoute et des courbes de téléchargement d'applications, moi, je pense qu'il y a des dirigeants d'entreprises de presse qui feraient bien de regarder ce genre de graphique-là, où on voit les journalistes avoir une crédibilité qui se situe entre celle des plombiers et celle des garagistes. Alors, les plombiers, on ne leur demande pas de les croire puis de nous raconter l'actualité internationale. On leur demande de déboucher le tuyau. On est capable tout de suite de constater si le tuyau est débouché. Les journalistes, c'est beaucoup plus complexe. Ici, c'est la même chose au Royaume-Uni. Les journalistes en queue de peloton avec un taux de confiance très faible. Ici, aux États-Unis, la même chose. Les garagistes aux États-Unis font également mieux que les journalistes. Alors, c'est assez dramatique pour une profession, dans le fond, dont l'essence, essentiellement, veut qu'on les croie. Alors, en conclusion, une partie de l'information qu'on consomme est fausse, jamais corrigée, et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la profession le tolère et il n'y a pas une énorme conversation sur ce sujet-là. Dans certains cas, je l'ai montré, on est à la limite de l'agitation sociale. Bon, la presse est autoréglementée depuis toujours, mais manifestement, si on en est arrivé là aujourd'hui, il est assez clair que le modèle d'autoréglementation, et je le disais, il est perfectible, il est à perfectionner. Il y a un cinquième pouvoir qui émerge. Vous l'avez vu tantôt avec Gardasil, les gens se manifestent, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut être très persistant, il faut parler fort. Et puis, vous avez vu, hein, la première vague s'est fait rabrouer. Alors, évidemment, oui, il y a un cinquième pouvoir, mais c'est dur. Une crise de confiance, puis la crise de confiance, bien, c'est une bonne nouvelle pour absolument personne, ni pour le public, ni pour les journalistes. Ça constitue en fait un souci en ce qui me concerne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va regarder les journaux d'un œil très différent maintenant. Merci aussi à ceux qui ont tweeté la conférence. J'en ai vu plusieurs qui ont fait ça pas mal. On va se donner un petit 10-15 minutes pour prendre des questions. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre toutes les questions qui sont arrivées en ligne. On en a déjà beaucoup. Dans la salle, faites-moi signe, je vous passerai le micro. Est-ce qu'on commence par une question en ligne, Denis? Oui, on peut y aller. Estimez-vous que ce phénomène de cadrage est plus ou moins fréquent au Canada qu'ailleurs, par exemple? Et pourquoi fait-on du cadrage? Oui. Évidemment, vous aurez compris que sur la quantification, ça prendrait vraiment des études plus larges. Maintenant, ça fait 12 ans que je m'intéresse à la question. J'ai lu beaucoup de choses, là. Alors, j'ai quand même une opinion éclairée, on va dire. C'est universel. En ce qui me concerne, c'est vraiment universel. Au niveau puis le cadrage, c'est quelque chose qui a été étudié quand même beaucoup. Au Québec, ce qui, moi, me préoccupe un peu, c'est le côté nouvelle exclusive, nouvelle sensationnelle. On semble avoir vraiment une prédilection pour ça, mais du cadrage, il y en a partout. Les relations publiques recourent-elles à ces stratégies de cadrage pour diffuser leurs informations aux médias d'information, afin que ceux-ci relaient l'information cadrée en fonction de leur objectif de communication? Oui. En fait, évidemment, il y a énormément de préjugés par rapport à la profession des relations publiques, là, et puis je ne dis pas qu'on est parfait non plus. Cependant, souvenez-vous d'une chose, c'est que vos perceptions sur les relations publiques, vous les avez prises dans les médias pour la plupart d'entre vous. Alors, c'est de l'information cadrée, ça aussi. La réponse honnête, ce serait probablement oui, parce que c'est sûr que comme communicateur, on a comme fonction, comme tâche, à l'occasion de justement transmettre une certaine interprétation des choses. Alors forcément, il y a une forme de cadrage là-dedans, on ne peut pas dire le contraire, mais on n'a pas la même mission que les journalistes. Et surtout, moi, dans les discussions relations publiques-journalistes, on compare un peu des bananes puis des cornichons, là, parce que
dans le fond, les journalistes sont normalement des agents indépendants, complètement indépendants, qui posent un regard, ils ont vraiment une liberté de poser un regard sur les choses qui est leur. Comme communicateur professionnel, comme relationniste, on n'est absolument pas indépendant. Nous représentons une organisation, nous représentons une entreprise. Donc, on vit dans un environnement assez contraignant. Alors, c'est un peu comme blâmer la télévision quand le film n'est pas bon. Là. On est un canal. Il n'y a pas de questions en salle? Toujours en ligne. Pourquoi les médias d'information recourent-ils à une telle stratégie et quelles sont leurs motivations? Bien, moi, évidemment, puis je l'ai dit tantôt, c'est évident que la dynamique concurrentielle joue un rôle très, très important là-dedans. Puis évidemment, bien, là, ça nous amène sur un autre terrain. Les médias, présentement, font face à des défis très, très importants au niveau de leur survie financière. Alors, vous le savez, c'est un tout autre débat. C'est pas mon débat, c'est pas mon sujet, mais les entreprises de presse cherchent le modèle d'affaires du futur. Il y a plusieurs modèles qui émergent présentement. Certains ont du succès, d'autres moins. Alors, c'est certain qu'il y a un stress, là. Alors, à partir du moment où on se bat pour aller chercher le public qui va nous amener l'argent pour survivre, que ce soit l'argent du public lui-même ou l'argent des annonceurs, bien là, ça induit une dynamique, là, comme j'expliquais, de dire, moi, je veux que mes histoires soient bonnes. Je veux vraiment avoir les meilleures histoires demain matin, là, parce que c'est ça qui va faire que je vais être capable de vivre un autre jour. Oui, attendez le micro, s'il vous plaît. En fait, est-ce que d'après vous, il y a une façon de changer la tendance qui est voulue à vouloir clairement plus contrôler l'information que la divulguer telle qu'elle, plus factuelle? C'est-à-dire, très humblement, je pense qu'il faut devenir d'abord des consommateurs d'informations plus alertes. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon livre, puis avec des présentations comme ce soir. C'est sûr que ça laisse un portrait peut-être un peu négatif, j'en suis conscient. En même temps, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que le milieu de l'information n'a pas cette conversation-là. Alors, je pense que comme consommateur, il faut devenir plus alerte et éventuellement intervenir dans certains cas lorsqu'on y est exposé. Puis c'est ce que j'essaie d'appliquer aussi dans mon travail comme communicateur. Maintenant, on vit en démocratie et il faut faire attention non plus à ne pas verser dans l'autre extrême qui serait d'aller, imposer des contraintes à la presse qui seraient plus dommageables que le mal qu'on essaie de guérir. Alors moi, je ne suis vraiment pas sous cet angle-là et je crois beaucoup que le milieu journalistique va finir par se mobiliser. Il y a d'autres questions en ligne? Oui. Si des sites tels que Wikipédia doivent retirer des contenus dits, entre guillemets, objectifs, mais qui sont finalement biaisés, comment faire le tri alors dans les sources d'information? Le tri. Ça, ben, la réponse courte, c'est je ne le sais pas. Mais quand je dis que comme consommateur d'information, il faut devenir plus alerte, je pense qu'une des choses qu'on peut faire, puis maintenant c'est tellement facile, c'est de s'approvisionner à différentes sources. Vous savez, bon, il y a 25 ans, de dire je vais regarder ce que le Guardian dit de ceci, je vais regarder ce que le New York Times en pense. Ben, c'était compliqué. Il fallait aller à la Maison de la presse internationale puis dépenser 10 $ pour le New York Times la semaine passée, là. Alors, aujourd'hui, c'est extrêmement facile de s'abreuver à différentes sources, de faire des comparaisons. Et selon mon expérience, souvent, surtout quand on connaît, quand on a appris un petit peu, là, par exemple, si vous voyez sur des sources anonymes, là, des petites lumières rouges qui devraient s'allumer, là, je pense qu'à ce titre-là, on peut arriver à quelque chose, mais essayer de sortir de la monosource. Puis je dirais aussi, ce qui me frappe énormément, on vit dans un monde complexe. Il y a beaucoup de nouvelles complexes. Moi, je travaille dans une entreprise qui est dans une industrie complexe. Alors évidemment, tout ce qui est information électronique, je pense aux bulletins de nouvelles télévisés, entre autres, où toute la nouvelle doit entrer dans à peu près 42 secondes, là. Bien, c'est pratiquement impossible. On est rendu dans un univers là, où le compactage est tellement fort qu'il n'y a à peu près rien à tirer de cette information-là. Alors, ça suppose un travail de la part du consommateur, à un moment donné, de se prêter à l'exercice de lire un article un petit peu plus substantiel, disons, là. Merci.
Moi, ma question, c'est par rapport, comme vous savez maintenant, nous vivons dans un monde d'économie du marché, nous sommes des consommateurs de tout, voire de l'information. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous croyez à 80% de l'information est correcte et 20% n'est pas correcte. Puisque nous sommes dans une économie de marché et nous sommes des consommateurs, généralement les producteurs, comme les journalistes, ils cherchent à maximiser leur profit. Vous ne pensez pas que toute l'information serait cadrée plutôt qu'avoir cette honnêteté de 80% que vous mentionnez? Oh, j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus pessimiste que moi. Non, je pense que ce serait aller assez loin. Je répète que d'abord, je ne crois pas que c'est 80-20. J'ai bien dit que c'était une hypothèse que je faisais. Et je suis profondément convaincu que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de professionnels qui font un très bon travail. Est-ce qu'ils arrivent à la perfection absolue? Sûrement pas. Mais moi, j'essaie quand même de faire la distinction entre une nouvelle qui est imparfaite et une nouvelle où on a vraiment essayé de me tromper délibérément. C'est quand même deux choses, là. Et puis, il y a quand même un monde, de différence entre les deux. Ce qui me préoccupe et ce que je me demande, c'est tous ces journalistes-là professionnels, pourquoi ne réagissent-ils pas? J'aimerais ça sentir un mouvement de réflexion plus intense, en tout cas. Puis aussi, ce qui m'inquiète un peu parfois, c'est tous les jeunes journalistes, tous les gens qui présentement examinent la perspective de faire profession dans ce milieu-là, qui est un très beau métier en ce qui me concerne. Bien, qu'est-ce qu'ils comprennent de tout ça? Le chemin du succès, c'est le chemin de la une. Le chemin de la une, c'est des nouvelles trompeuses, c'est des nouvelles exagérées, c'est des nouvelles déformées. Alors, c'est un message qui me fait très peur. Si le chemin de la qualité, c'est le chemin de la page 45, c'est pas facile. Moi, je travaille au monde municipal puis supramunicipal depuis 6 ans maintenant. Puis je me rends compte que effectivement le sensationnaliste fait vendre la nouvelle. Aussi que beaucoup de sources sont biaisées, mais aussi que la population de base n'a pas nécessairement une curiosité intellectuelle de pousser plus loin la nouvelle qu'on leur présente. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un incendie dans une municipalité. On dit que la cause est criminelle pour, par exemple, un feu de cuisson. Mais au final, l'enquêteur sait que le feu n'a pas été causé par une cause criminelle, mais bien par un chaudron qui a été oublié sur une source de chauffage. On l'a très bien vu avec l'incendie de l'île Verte. Là, ça a été tellement publicisé avec la personne qui aurait supposément mis le feu. Mais bref... où est-ce qu'on doit se situer à travers tout ça? Parce qu'on sait très bien que c'est difficile de cibler, en fait, la nouvelle, mais surtout de réussir à trouver la source. Puis les médias vont nous donner, par exemple, certains types d'informations, mais ils ne vont pas nécessairement voir les professionnels qui peuvent traiter du sujet. Oui. Qu'est-ce qui peut emmener un journaliste à être poussé à aller voir justement ces ressources-là qui sont disponibles, qui sont prêts à répondre à leurs questions, mais qui malheureusement sont oubliés et qui détiennent probablement 80% de la bonne information qui pourrait justement revirer la tendance sur l'autre côté? Bien, c'est-à-dire, vous amenez un peu de l'eau à mon moulin, là, c'est-à-dire, encore une fois, on va tendre, dans certains cas, à aller vers les sources qui vont dire ce qu'on veut entendre. Maintenant, sur la question du public, moi, j'ajouterais ceci, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Il m'est arrivé, dans le cas de certains dossiers de crise, par exemple, de faire des recherches en cours de crise, des groupes de discussion, des sondages, des trucs comme ça. Et on se rend compte, puis bon, ça va un peu avec mes graphiques de la fin, là. On se rend compte quand même que le public est souvent un peu plus critique et sceptique. Il ne prend pas nécessairement pour argent comptant tout ce qu'il trouve dans les médias. Alors, c'est assez rassurant. Maintenant, l'autre partie de ma réponse qui est importante, mettons, quand on travaille dans une municipalité ou dans une organisation, moi, à l'âge que j'ai connu en communication la période où, si je voulais parler directement à un public donné, sans passer par les médias, bien, c'était compliqué. C'était extrêmement difficile.
même émettre un communiqué de presse, ben, le public n'avait pas accès au communiqué de presse. Ça passait forcément par le filtre des médias et c'était toujours un casse-tête. Aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition pour tenter de rejoindre le public directement. On n'est plus obligé de se reposer essentiellement là-dessus. On peut utiliser nos sites Web, on peut utiliser évidemment les réseaux sociaux pour diriger les gens vers nos sites Web. Alors, chaudron, cuisson, peu importe, l'histoire, on a le droit d'aller la raconter. Alors, moi, par exemple, sur notre site Web d'entreprise, on s'est fait une section où, lorsqu'on trouve dans les cas importants, là, on ne passe pas nos journées à faire ça, là, ça ne finirait plus, mais dans les cas importants, bien, on va redresser les histoires nous-mêmes. Et on a senti que ça faisait une différence dans nos rapports avec les médias, tout simplement de faire ça. Puis évidemment, bien, à partir du moment où c'est sur Internet, tout le monde a accès. Alors, on peut faire des choses. Il y a moyen, comme communicateur, là, de propager cette information-là. Alors, s'il n'y a plus de questions... Attends. Recadrer, oui, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, cadrage, ici, je l'entends avec une connotation négative, mais en réalité, ça peut être positif d'une certaine manière parce que c'est lorsque, dans le fond, si l'interprétation qui est faite de l'événement est la bonne, bien, je veux dire, on travaille pour le bien public à ce moment-là, pour l'intérêt général. Alors, s'il n'y a plus de questions en salle, on va peut-être conclure avec 2 questions en ligne, Denis? Oui, s'il vous plaît. Estimez-vous qu'il y ait un lien entre le cadrage et l'importance d'avoir l'information le plus instantanément possible? Autrement dit, d'avoir le scoop vendeur. Je dirais non. C'est sûr que la précipitation joue un grand rôle dans le fait de sortir la nouvelle rapidement, mais je pense que si vous m'avez bien suivi ce soir, j'essaie de faire une différence entre l'inadvertance ou les erreurs dues au stress, à la pression, à la rapidité, versus une impulsion vraiment de jazzer l'histoire. Alors moi, je fais pas, j'établirais pas un lien de causalité si fort que ça entre les questions de contraintes de temps. J'aime pas beaucoup ça. Moi, je pense pas qu'on est devant des problèmes de contraintes de temps. Je suis pressé, donc je vais mentir. Là. Non, je pense pas. Une dernière, d'accord. Est-ce que la tentation de cadrer pour être populaire ne change pas le contenu en ce que l'on peut appeler, des pièges à clics, parfois avec les nouveaux médias? Des pièges? Des pièges, oui. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le piège à clic, absolument. C'est évident, puis ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. Hein. J'en ai pas parlé ce soir. Une des responsabilités qu'a la presse, c'est l'ordonnancement des nouvelles, c'est-à-dire mettre les choses en proportion. Normalement, ce qu'on trouve à la une, c'est plus important que ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, ce qu'on trouve en haut est plus important que ce qu'il y a en bas. Cette responsabilité-là, elle est en train de, petit à petit, d'être abandonnée complètement. Et un des facteurs derrière ça, c'est oui, les pièges à clics, c'est-à-dire qu'on veut vraiment attirer du trafic. Alors, on se retrouve avec des choses à la une, ma première poutine, et puis, etc., qui prennent le pas, dans le fond, sur des dossiers d'actualité internationale, des fois, qui sont énormes. Alors, la Corée du Nord fait sauter une bombe thermonucléaire. Bien, ça, c'était à la page 42. Mais par contre, ma première poutine, ça, c'était à la une, parce que ça va être cliqué. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Juste 2 petits mots avant de vous laisser partir. N'oubliez pas, on vous a remis un questionnaire d'évaluation. On aime savoir votre avis. Vous pourrez le déposer sur la table en sortant. Les gens en ligne aussi, vous pouvez envoyer votre questionnaire. Denis vous le fera parvenir. Sur le même questionnaire, vous pouvez y mettre votre adresse de courriel si vous souhaitez être tenu au courant des activités de la toile des communicateurs. L'adresse, rassurez-vous, ne sera communiquée à personne d'autre que pour notre usage à nous. Rassurez-vous là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur la toile, notre site web, toile.coop, nos médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn principalement. Monsieur Lemay a quelques livres à vendre à la sortie au prix imbattable de $25. Profitez-en. Et je vous donne rendez-vous le 24 février. Ce sera avec monsieur Patrick White, qui est l'éditeur et rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Merci, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là.